Alors, pour distinguer un régime totalitaire, un philosophe français, Raymond Aron, propose 5 critères qui visiblement permettent de définir ce que c'est un régime totalitaire. Donc les caractéristiques, vous les connaissez déjà. Il s'agit d'un régime où un seul parti est autorisé, donc il s'agit d'un parti unique. Dans un deuxième temps, on peut dire que c'est l'idéologie du parti unique qui domine et qui devient l'idéologie officielle de l'État. Ensuite, il s'agit d'un État qui détient tous les monopoles et contrôle par la violence tous les aspects du pays. Généralement, ces aspects et les personnes sont contrôlés par la propagande. Également, autre point qui permet de distinguer les régimes totalitaires, de les caractériser, c'est que l'État contrôle toutes les activités économiques et professionnelles. Et enfin, bien sûr, c'est l'utilisation de la terreur par ces régimes totalitaires, à travers une police très forte et une forte répression contre les opposants. Donc la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Quels sont les points communs et les différences que l'on peut révéler entre ces 3 régimes totalitaires? Non seulement de leur mise en place, mais également de leur fonctionnement. Alors, en petit 1, en ce qui concerne la mise en place des régimes totalitaires. Petit 1, donc la mise en place des régimes totalitaires. Et en petit a, nous allons évoquer le cas de la Russie. Alors pour la Russie, c'est très simple. Vous connaissez déjà pas mal ce qui s'est passé. Alors, donc je vous rappelle que c'est en octobre de 1917 où la révolution menée par Lénine éclate, dans laquelle les bolcheviks de Lénine s'installent au pouvoir. Donc Lénine met en place une dictature totalitaire, certainement avec un peu de répression. L'État contrôle tous les aspects du pays, essentiellement dans le secteur économique. Mais à la mort de Lénine en 1924, c'est Staline donc qui va installer son pouvoir. Il va s'imposer évidemment par la force, puisque Staline était le secrétaire général du Parti communiste. Et donc en 1924, il va commencer avec une répression très forte autour des personnes qui ne voulaient pas le suivre, notamment l'héritier légitime de Lénine, qui était Trotsky, qui a été assassiné plus tard, comme vous le savez, au Mexique. Donc, Staline devient rapidement le chef incontesté de l'URSS. Pour dire que la prise du pouvoir de Staline est donc non seulement illégale, puisque Lénine déjà avant lui tenait son pouvoir d'une révolution qui avait été menée par la force, mais en plus, Staline arrive au pouvoir d'une manière violente, puisqu'elle passe par l'élimination physique de ses opposants politiques et ses concurrents à l'intérieur du parti communiste soviétique. Donc, dans le cas de Staline, Staline arrive au pouvoir d'une manière illégale et illégitime. Ensuite, en ce qui concerne l'arrivée au pouvoir de Mussolini en Italie. Alors ici, la question est un petit peu différente, puisque l'Italie est surtout frustrée par le traité de Versailles. Puisque je vous rappelle que dans ce traité de Versailles, on avait promis à l'Italie que si elle s'alliait à la France et à l'Angleterre, quelques territoires du nord de l'Italie allaient lui être remis, ce qui n'a pas été le cas. Donc l'Italie, beaucoup d'Italiens sont très fâchés. En plus, la situation économique n'est pas vraiment des meilleures. Alors il faut savoir qu'en 1919, l'Italie également connaît des grèves, de très 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 grandes grèves dans des usines qui font des exportations agricoles. Donc pour essayer de limiter les dégâts, on va dire, pour que l'Italie ne s'arrache pas, ne s'entretue pas dans une guerre civile, Mussolini, donc cet homme politique,
mettent à disposition des grands patrons de ces entreprises agricoles ce qu'on appelle la milice. La milice est un groupe, on va dire armé, non officiel, qui est souvent formé des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Alors cette milice, elle a été créée par Mussolini en 1919. Et on les appelle les, entre guillemets, les faisceaux de combat. Donc c'est une milice armée un peu comme la SA de Hitler. Alors grâce à ça, Mussolini va obtenir la confiance surtout des grands dirigeants politiques, non seulement politiques, mais aussi du patronat, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent le financer. Donc il devient très ami avec eux. Et avec leur aide, il va diriger et organiser un coup de force. Alors ce coup de force, il se passe le 28 octobre 1922. En gros, Mussolini va défiler dans les rues de Rome avec ses milices fascistes, c'est-à-dire elle a quand même maintenant beaucoup d'appui politique et économique. Donc en gros, il faut imaginer cet homme avec d'autres personnes armées, des gens un peu assez fâchés, qui se promènent et qui défilent dans les rues de Rome. Donc ce fameux défilé, on l'appelle la marche sur Rome. Alors, à la vue de cette milice qui approche et qui défile un peu de manière imposante dans les rues de Rome, à l'époque, l'Italie est gouvernée par le roi Victor Emmanuel III. Et donc Victor Emmanuel III, qui n'est visiblement pas un très très bon, on va dire un très très bon monarque, et il n'aide pas beaucoup l'Italie en ce moment, ni économiquement ni politiquement. Eh bien, il prend peur de Mussolini, il se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un coup d'État, ça va être la guerre civile à nouveau. Et donc, par la peur, il va nommer Mussolini Premier ministre de l'Italie. Donc, à la suite de cela, à la différence de Staline, on peut dire que Mussolini, finalement, arrive d'une manière légale au pouvoir. En gros, il a été investi dans ses fonctions par le roi d'Italie, conformément à la constitution de l'époque. Donc, à l'inverse de Staline, Mussolini est arrivé à la tête du gouvernement, Premier ministre, de manière légale, même si après, effectivement, le roi va être obligé d'abdiquer et Mussolini va prendre tous les pouvoirs, un peu comme Hitler en Allemagne. Ceci dit, leur manière d'arriver au pouvoir est légale, pas pour celle de Staline. Et enfin, donc dans cette première partie, en ce qui concerne l'arrivée du pouvoir de Hitler en Allemagne, je pense que c'est un petit peu plus clair pour vous. Eh bien, plusieurs facteurs vont déclencher la popularité de Hitler en 1933. D'un côté, bien sûr, cette défaite et le traité de Versailles qui vont obliger les Allemands à payer des réparations de guerre, et l'Allemagne se trouve dans un état économique déplorable. Donc après la crise économique, eh bien, l'Allemagne est le pays qui est le plus touché par le krach de la bourse de New York il y a quelques temps. Donc ce krach de la bourse de New York va faciliter à la fin des années 20 l'arrivée donc de Hitler dans la politique. Donc Hitler déjà va profiter de cette crise de 1929, va profiter du mécontentement dans lequel se trouve la population qui sent ce traité de Versailles comme un véritable diktat, donc une décision imposée. Donc c'est dans ce contexte que va surgir, puisqu'il est né en 1919, le fameux parti, la NSDAP, à savoir le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, qui est encore donc à cette époque un tout petit parti. Fort de quelques appuis, Hitler, à la tête donc de ce parti, va tenter un coup d'État en 1923. Mais malheureusement pour lui, il échoue. Donc ce coup d'État par la force, évidemment,